faire de la rétroprospective avec, avec nos amis euh, Michel Éluvert et Jean-Pierre Fay, que je vais inviter à me rejoindre et à m'encadrer. Voilà, Jean-Pierre, venez à ma droite, sans présumer d'opinion politique quelconque, évidemment, hein, c'est simplement de la géographie. Euh, donc, oh, vous venez plus près de moi, Michel. Non, vous gardez vos distances, ok. Alors c'est un peu comme les deux anciens du Muppet Show, mais vous verrez qu'ils sont beaucoup moins grognons. Je leur ai demandé de nous remettre les pendules à l'heure sur le sens et les fondamentaux. Michel a commencé hier à le faire. Et voilà, j'ai demandé un truc impossible à Michel Éluvert. Donc c'est de résumer un siècle de politique de jeunesse en 20 minutes. Prêt? Eh ben c'est parti. 50 ans. Ah ben c'est toi qui as marqué un siècle. Je vais m'arrêter. Bon, alors, en intitulant mon intervention Retour vers le futur, Sébastien m'a confirmé dans mon statut de vieux professeur fou. Je vais donc vous emmener dans ma DeLorean pour un voyage dans le temps et l'espace des politiques de jeunesse. J'arrêterai en 1945. Jean-Pierre prendra le relais. Et si vous voulez avoir plus, on verra ensuite. Ça marche. Alors, Je t'invite peut-être pour des questions de sono à oui, simplement coller le micro oui, contre ton comme menton. ça. Ouais, Bon. c'est parfait. Oui, parce que, vous savez, dans les années 50, on chantait cigarettes et whisky et petite pépé vous laisse groggy, vous rendent un peu cinglé. Alors, je dois être vraisemblablement cinglé, mais ma voix est groggy. Alors, je ne sais pas si c'est la cigarette, le whisky ou le reste. Alors, ça commence en 1886, où un aristocrate réactionnaire, on dirait maintenant un catholique intégriste, Albert Demain, qui en a marre de cette république où on a emmerdé le monde avec une école laïque, une école sans Dieu, et qui veut relancer la christianité du pays. Il crée l'Association catholique de la jeunesse française pour les garçons, exclusivement parce que les filles, c'est pas leur job. Alors, on prend la voiture, on va aux États-Unis. À ce moment-là, les églises protestantes américaines ont une réaction vis-à-vis de la société américaine début du siècle, fin de siècle, etc., qui est plutôt pourrie, dangereuse, les gangsters, les machins, etc. Et on veut protéger la jeunesse. Donc on crée une instance, les églises protestantes créent une instance pour les garçons, les Young Men Christian Association, en bon français YMCA, voyez la chanson. Mais il crée la même chose pour les filles. Parce que là, on accepte les filles, mais on ne mélange pas les torchons et les serviettes. On revient en France, dans le triangle Cévenol, le triangle protestant Cévenol, Montpellier, Nîmes, la Cévennes, les étudiants protestants montent une union chrétienne de jeunes gens. C'est le réveil protestant, il faut faire passer le message de la religion réformée. Ils intègrent les filles, mais les filles ont une mission particulière. Elles animent des écoles du dimanche qui s'adressent aux enfants. Ça, voilà. On reste en France, un polytechnicien catholique, Marc Sangnier, crée une association qui s'appelle le Sillon. On est dans la France rurale, le Sillon, c'est porteur. Et les jeunes de cette association, les garçons, pas les filles, les jeunes de cette association se réunissent en cercle pour débattre d'un projet, d'une idée. Et ceci sans adultes.
enfin, sans adulte présent, il y a dans le fond de la pièce, dans un coin, il y a un jésuite. Il écoute, il dit rien, il n'intervient que si on lui pose une question. Ça déplaît profondément à l'épiscopat. Le pape condamne le sillon et Marc Sangnier disparaît pour un moment du paysage. Alors, on va aller en Allemagne. En Allemagne, il y a des jeunes bobos, des écolos bobos de l'époque, de 1907. Ils fuient l'Allemagne industrielle, les vallées industrielles de la Ruhr et de la Westphalie. Ils pratiquent une vieille habitude germanique qui s'appelle le Wandern, c'est-à-dire on part découvrir. Et comme il leur faut un nom, ils s'appellent les Wandervögel, les oiseaux migrateurs. C'est bien, ils découvrent la nature, ils vont dans les bois, les prés, les champs, ils chantent, mais on ne sait pas où les loger. Alors il y a un instituteur du coin, à Bourg-Altena, Richard Schirman, qui d'abord leur ouvre son école tous les week-ends, puis qui obtient la disponibilité des communs du château de la ville, et dedans, il crée un lieu où on peut accueillir les garçons et les filles, parce que le Wandervögel est mixte, c'est très rare pour l'époque. Il y a une cuisine pour faire à manger, il y a des sanitaires, tout ce que vous voulez, il y a un endroit pour bavarder et chanter, et il y a un dortoir garçon, un dortoir fille. Et il faut bien donner un nom à ce lieu. Alors il l'appelle Jugendherberge, auberge pour la jeunesse. C'est la création du mouvement des auberges de jeunesse. Ça prend dans toute l'Europe, sauf en France. Parce qu'en France, le jeune bobo, son centre d'intérêt, c'est d'aller au Grand Hôtel de Cabourg, ou bien du côté de chez Swann, chez Tante Léonie, qui fait de si bonnes madeleines. Ça passe pas. À la même année, un militaire britannique de retour de la guerre d'Afrique du Sud arrive à Londres. Il s'appelle Lord Baden-Powell of Gilwell. Il arrive à Londres et il constate que si le West End de Londres est quelque chose de magnifique, de merveilleux, l'East End de la ville est un endroit épouvantable, tellement épouvantable que ce que vous appelez actuellement les quartiers difficiles seraient des nirvanas par rapport à ce que c'était. Et Baden-Powell a utilisé pendant la guerre les capacités des jeunes à aller faire de l'espionnage. Parce que les jeunes, ça se balade, ça regarde et ça revient en parlant. Et en termes militaires, ce sont des éclaireurs. En anglais, scouts. Il crée donc, pour amener les jeunes des quartiers défavorisés de Londres, il crée une organisation de Boys Scouts qu'il organise, puisqu'il est militaire, en patrols, patrouille, et en troops, les troupes. Voilà, c'est le scoutisme. Le scoutisme, ça prend partout en Europe, sauf en France. Et pourquoi? Parce que Baden-Powell est anglais. Et, enfin, si, ça prend en France. Les laïcs et les protestants créent des organisations d'éclaireurs, mais pas les catholiques. Pourquoi? Parce que Baden-Powell est anglais et ils nous ont brûlé Jeanne d'Arc. Vous vous rendez compte? Et puis, Baden-Powell est anglican, donc protestant. Scandale. Mais pire encore, il est militaire, donc vraisemblablement franc-maçon. Alors là, c'est l'abomination de la désolation. L'Église catholique refuse le scoutisme. Bien. On va aller se promener, on va faire un petit tour en Autriche. En Autriche, à Vienne, jolie ville, ce que vous devez connaître, j'espère, sinon allez-y.
les socialistes sont au pouvoir. La mairie de Vienne est socialiste en 1905. Et le maire de Vienne crée un quartier qu'il appelle d'un nom prédestiné Karl-Marx-Stadt, qui existe toujours, très bien, je vous conseille la visite, dans lequel il organise des actions pour les jeunes du quartier, le genre de patronage, si vous voulez, et ces jeunes, il les appelle les... Pardon. Ah, je cherche le nom, j'ai un trou. Non, je vous dirai tout à l'heure. Il crée donc des patronages. Ces patronages existent en France. Ils sont ou catholiques ou protestants. Surtout catholiques, parce que l'Église tient le pays. Mais il y a d'excellents patronages protestants, notamment à Saint-Étienne, dans la région Rhône-Alpes. Ça s'appelle l'enfance à la montagne, voilà. Et dans ces patronages, on accueille les gens de toute confession, qu'ils soient catholiques, protestants ou israélites. C'est bien les patronages, mais c'est pas tout, parce que ça dure un jour par semaine et il faut prévoir quelque chose de plus important. Donc, on va aller en Suisse, où un pasteur protestant aussi, Wilhelm Bion, à Zurich, a envie d'emmener les gens à la campagne chez de bons paysans pour qu'ils y fassent une cure de lait. En allemand, Milchkur, c'est son programme. Et comme il faut trouver un nom, et que ça se passe pendant les vacances, il les appelle Ferienkolonie, colonie de vacances. Ok. Alors, il est protestant, donc les protestants français s'engouffrent derrière. Élise de Pressensé crée des maisons pour l'enfance et la jeunesse en créant un principe que vous avez dû connaître à certains temps, l'œuvre des 3 semaines, c'est-à-dire que la colonie de vacances en France dure 3 semaines. C'est Élise de Pressensé. Un autre protestant, Edmond Cotinet, qui est adjoint au maire de je ne sais plus quel arrondissement de Paris, pousse la ville de Paris à mettre en place des colonies de vacances. Bien. Ça marche, ça se développe bien, mais quand même, ça gêne l'Église. Parce que c'est pas bon, ça. Il n'y a que des protestants là-bas, il n'y a que des parpaillots. Ah, sale race. Donc, on développe une organisation catholique pour l'ensemble des colonies de vacances, sous l'égide du chanoine Zout de Lille, de Schnorr, et on l'appelle l'Union française des colonies de vacances. Vous devez connaître. UFCV, oui. UFCV. Voilà. Bon. Ah, ça remonte. J'arrête. Il y a une parenthèse dramatique, c'est la guerre. On l'appellerait même la boucherie 14-18. Et au cours de cette boucherie, après cette boucherie, il va se passer des choses, parce qu'il y aura des remises en question de beaucoup de choses. Et il y a surtout, ce qui est important dans le paysage, la création de l'Union soviétique, qui va poser problème à nos sociétés occidentales. En 1917. Bien. Que se passe-t-il après la guerre? Eh bien, l'Association catholique de la jeunesse française prend exemple sur un ecclésiastique belge, l'abbé René Gardine, qui a décidé de rechristianiser les banlieues belges qui sont passées du mauvais côté et qui a créé une organisation qui s'appelle la Jeunesse ouvrière chrétienne. Joc. Et la CJF trouve ça intéressant
et crée ce que j'appelle un pentagramme: jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse étudiante chrétienne, jeunesse agricole chrétienne, jeunesse indépendante chrétienne, c'est ceux qui sont ni étudiants, ni c'est-à-dire les commerçants, Les autres. les autres, et jeunesse maritime chrétienne. Maritime. Ah oui. Et en Bretagne, attends, les Bretons, c'est pas des protestants, hein? Non, mais c'est des marins. Voilà. Fallait les Mais c'est des récupérer. marins, mais catholiques. Bien. Et avec, pour la première fois, un pendant pour les filles, mais séparé, parce qu'on reste dans la bonne tradition de l'Église. Je vous l'ai dit, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Deuxième mutation, le scoutisme. En 1902, la République a chassé les congrégations de France. Les jésuites sont arrivés en Belgique. Ils ont fait la connaissance du scoutisme qui existe là-bas. Et en rentrant, un jésuite, toujours Jacques Sévin, dit à l'évêché que ça ne peut pas durer parce que le scoutisme est tellement attractif pour les jeunes que les jeunes catholiques partent chez les protestants. Un scoutisme, et oui, c'est une question de mode. Hein. Un éclaireur, ça a un uniforme, enfin une veste kaki, un short, un sac à dos. C'est vachement intéressant le sac à dos, parce que dans le tram, on peut se bouger brutalement et renverser le bourgeois. Il a un bâton, il a une charrette, mais il a surtout quelque chose de particulier. Sur sa tête, il a un chapeau. Et ce chapeau, c'est le presse. Ce chapeau, on l'appelle le presse-citron. C'est-à-dire, c'est le chapeau à 4 bosses, celui du shérif américain, mais c'est celui des GIs qui nous ont aidés à nous libérer. Donc il y a une corrélation à partir une attraction à partir de cet habit qui fait que les jeunes se tournent vers le scoutisme, et comme il n'y a que les protestants, ben, les catholiques vont chez les protestants, c'est pas admissible. Donc Jacques Sévin convainc l'évêché à créer le scoutisme en France. Alors, toujours la même chose, il y a les scouts de France pour les garçons et les guides de France pour les filles. Bien. Et un autre jésuite, Jacques Forestier, se dit, mais il n'y a pas que les jeunes qui doivent... Il y a une branche aînée, les super ados. Et il crée une autre organisation qui lance sur le thème du pèlerinage, entre autres le fameux pèlerinage de Chartres, à Paris, à Chartres, et qui s'appelle La Route. Donc on a une deuxième organisation de scoutisme, ce qu'on appelle les scouts routiers. Bien. En Europe, il y a des mutations idéologiques sur les problèmes de jeunesse. Bon, il y a eu la révolution soviétique, on a créé les komsomols, les jeunesses communistes. C'est pas tout. Au Portugal et en Espagne, l'Église soutient des mouvements de jeunesse et les dictateurs, par la même occasion, avec la Mocidade Portuguesa, qui est le soutien de Salazar, et la Juventud Falangista, qui est le soutien de Franco. Un autre individu, particulier parce que c'est un instituteur syndicaliste. Il est de l'autre côté de la Méditerranée, dans la botte. Il s'appelle Benito Mussolini et il crée un mouvement de jeunesse qui s'appelle le Balilla. Même chose, attraction par l'uniforme. Vous connaissez les Italiens, il faut être, je ne sais pas comment on dit, mais enfin, ils ont du style. Faut du style. Bon, alors les garçons ont un bel uniforme. Il essaie d'attraper les filles, mais là, les mères italiennes,
Si la ragazza, elle va avec les garçons, c'est pas toujours très bien vu. Donc c'est surtout les garçons qui marchent. Et ça marche assez bien, toujours le goût de l'uniforme. Mais il y a, alors là, je vous demande de comprendre mon analyse. Je vais vous parler de quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais qu'il faut absolument évoquer. Je vous donne le point de vue d'un technicien, pas d'un politicien. On crée en Allemagne, sous le régime national-socialiste, avec l'aide d'un Américain national-socialiste, Baldur von Schirach, on crée une organisation qui s'appelle la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne. Et je t'en ai passé un exemplaire, c'est c'est une machine fabuleuse. On n'a pas fait mieux. On n'a pas encore su. On a un peu copié un RDA après la guerre, mais enfin, c'est un truc, c'est une machine qui m'a. Il y a les garçons, les filles, ils sont tous encadrés, enrégimentés. Il y a des organisations idéologiques, le comité Langemark, le comité du souvenir, le train des jeunesses sociales. Il y a, bon, ça a marché parce qu'on a vu les résultats en 40. Ces mouvements existent. Ce sont là les États. Jusqu'ici, c'était je dirais, les idéologies, les mouvements, les associations qui y avaient. Là, ce sont les États qui prennent la décision de s'occuper des jeunes. On a les premières politiques publiques en direction de la jeunesse. Et on va revenir Marc Sangnier. On a oublié de parler de lui. Et Marc Sangnier, après la guerre, c'est un pacifiste. Il a un domaine en Seine-et-Oise, à Bierville, qui s'appelle l'Épidore. Pour la petite histoire, c'est de l'actuel centre de formation de la CFDT. Et il accueille un congrès pour la paix de jeunes, des jeunes volontaires pour la paix. Alors ça vient d'un peu partout. Alors les Français, dans leur bonne habitude, ils viennent avec un parapluie, un chapeau melon, une redingote et une valise. Mais c'est normal pour l'époque. Mais Marsannier voit les Allemands arriver en short, avec une guitare à l'épaule. Il leur dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On lui explique, ben nous, on est dans les auberges de jeunesse. Ah, mais c'est bien ce truc-là. Marsannier crée la Ligue française pour les auberges de jeunesse. C'est très bien, mais Marsannier est catholique. Ça irrite les laïcs qui créent le centre laïque des auberges de jeunesse. C'est toujours le combat idéologique à ce niveau-là. Michel, il te reste 1 minute pour 5 Oui, ans. oui. Bon, dans les auberges, on crée des clubs ouvriers qui organisent des sorties, etc. Ça intéresse Léo Lagrange, qui n'est pas ministre de la jeunesse, mais des sports et des loisirs, parce qu'il n'a pas le droit de s'occuper de la jeunesse. On pourrait aller plus loin là-dessus. Léo Lagrange, il n'a pas beaucoup, de pouvoir. Il n'a même pas d'administration. Son administration centrale, c'est un appartement vide et il va chercher des tables, des chaises et des machines à écrire à droite et à gauche. Et Léo Lagrange passe, il ne reste pas longtemps, mais il est baptisé le ministre des Jeunes, parce que les jeunes adhèrent. Et c'est à ce moment-là que se produit l'inévitable. On est envahi par un mouvement, comment dirais-je, par une armée de jeunes sportifs qui viennent tous de la Hitlerjugend, qui ont été formatés par les nationaux-socialistes, qui renversent la France en 6 semaines et qui occupent les 2 tiers du pays. Le tiers trouve sa capitale ici, à Vichy.
Pourquoi Vichy? Parce que pour loger les administrations, il y a des hôtels, il y a des pensions de famille, il y a le meilleur standard téléphonique de toute la France. Et comme dit Pierre Laval, c'est à côté de chez moi, puisqu'il vient de Châteldon. Une bonne raison. Et là, c'est la divine surprise, je dirais la divine satisfaction pour beaucoup, parce que tous les mouvements de droite adhèrent à Vichy. Mais il faut s'occuper des jeunes et faire des jeunes sportifs. Donc, Borotra, ancien combattant, admirateur de Pétain, se présente chez le maréchal, dit « Monsieur le maréchal, je veux faire, faites ce que vous voulez, vous avez tout pouvoir. » Pour les jeunes, on ne sait pas, on ne peut pas prendre les laïcs, parce que la Ligue de l'enseignement, il y a des juifs et des francs-maçons, donc ce n'est pas dans l'air du temps. Donc on prend un bon catholique, Georges Lamiran, qui est connu parce qu'il s'occupe des jeunes et des, comment dirais-je, notamment des jeunes ouvriers. Georges Lamiran crée ici, pas loin d'ici, hein, dans les communs du casino, son administration. Et dans cette administration, il y a un truc incroyable, c'est le bureau des mouvements de jeunesse. Comme on ne sait pas à qui prendre, on prend des gens qui viennent de tous les mouvements de jeunesse. Et ils ont des actions novatrices. On crée des écoles de cadres. Les écoles de cadres, il y en a 50 en France, avec une particularité, c'est que il y en a la moitié qui appartiennent à l'État et les autres qui sont donnés au mouvement de jeunesse, à la JOC. On va arrêter, on reprendra peut-être ensuite. Non, tu peux conclure et passer le conclure. relais sur l'époque. Non, parce qu'il a l'air impatient, je le comprends. C'est mon caractère. Mais moi, pour m'arrêter, c'est pas du 9 mm qu'il faut. Hein. Et on crée des écoles de cadres, c'est-à-dire qu'on va former des jeunes responsables. Et le drame pour Vichy, c'est que ces jeunes, ils deviennent responsables et ils passent de l'autre côté. Ils font partie des réseaux de résistance. Ce qui fait qu'à la Libération, et je m'arrêterai là, on se pose la question, est-ce qu'il faut vraiment avoir des politiques publiques pour aider les jeunes? Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut mener. Voilà. Merci beaucoup Michel. Merci, c'était passionnant. Vous pourrez poser des questions à Michel juste après. On va maintenant écouter et regarder Jean-Pierre Faye. Merci. D'abord, le plaisir pour moi d'intervenir à Noche Pro est extrême. Ça permet aussi de revoir des amis des Francas, du CNFPT, quelques personnalités aussi que j'ai la chance de retrouver sur mon réseau, Sport Culture 2021e. Il faut que je me présente là. Alors, je vais le faire. Quand même, d'abord, te remercier, et Sébastien, pour ta convivialité, pour ton savoir-faire, parce que j'ai pu apprécier cela. Dans les jours précédents, on ne se connaissait pas, et ça, je tenais à le dire pour démarrer. Il faut que je me présente. Alors, pour me présenter, je vais être un peu à rebours de ce qui s'est fait un peu ce matin, parce que moi, j'ai été extraordinairement heureux, flatté de pouvoir faire une demi-douzaine de métiers. Alors, pour qu'on se connaisse, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais en citer 2 ou 3, comme ça vous verrez après. J'ai été directeur sport et territoire du CNOSF. J'ai été directeur général adjoint de l'agglomération de Montpellier sur sport et culture. J'ai été aussi directeur d'une des écoles du CNFPT. Et puis j'ai aussi œuvré avec le métier d'architecte, ça pendant une dizaine d'années. C'était mon premier métier. Et si je dis métier d'architecte, c'est parce que, on peut le dire maintenant, parce qu'au XVIe siècle, il se trouve qu'il y a un historien qui s'appelle M. Vasari, qui s'était rendu compte que, bon, peut-être qu'en amont, lorsque l'architecte prend son compas, lorsque le peintre prend son peintre, ou lorsque le sculpteur prend son ciseau, quelque part, il y a en amont
des opérations intellectuelles préalables et que quelquefois, ça permettait de les différencier et de les magnifier. Alors, j'étais en train de vous dire, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Sauf que, 5 siècles plus tard, aujourd'hui, eh bien, si le sport et l'architecture commencent à être véritablement magnifiés, surtout au niveau de l'éducation, sport et l'autre culturel. C'est absolument indispensable pour que justement, pardon, ça avait coupé, nos enfants arrivent à prendre la maîtrise véritablement de ce que j'appelle moi leur art de vie. Leur art de vie. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer avec une vingtaine de slides, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à démarrer une conférence, quelle qu'elle soit, sans citer Edgar Morin. Parce que lorsqu'Edgar Morin parle de l'affaiblissement de la solidarité, lorsqu'il parle d'affaiblissement de la responsabilité, on sent bien émerger cette terrible notion de décrochage social. Or, en amont du décrochage social, et surtout chez nos enfants, chez nos petits-enfants, qu'est-ce qu'il y a? Du décrochage relationnel, je crois que c'était clair sur ces 2 jours, du décrochage scolaire, c'est bien évident. Et ce n'est pas un hasard si Edgar Morin, dans les différents ouvrages qu'il a donc réalisés, il y en a un qui s'intitule « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Et dans cet ouvrage-là, l'expression clé, c'est l'envie d'apprendre. Comment peut-on apprendre si on n'a pas envie d'apprendre, nous adultes? Mais alors pour les enfants, c'est pareil, c'est bien évident. Et les 2 mots-clés qui sont associés à cette expression, dans cet ouvrage et dans d'autres, Edgar Morin, il y a d'abord la curiosité. Parce que c'est ça le premier déclic, la curiosité. Regardez nos tout petits qui ont 3 ans, 3 ans et demi. Pourquoi? Mais pourquoi? Ils ont cette envie d'apprendre parce qu'ils sont basés sur cette curiosité. Et Edgar Morin, il met en amont de la curiosité lorsqu'il y en a besoin, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants qui sont automatiquement curieux. Il parle de la passion. Alors, la passion, il se trouve que passion et curiosité, au niveau de Sport Culture 21e, on est convaincu, à travers ses écrits et d'autres, Boris Cyrulnik et autres, que ce sont les éléments déclencheurs de l'envie d'apprendre. Alors, la passion. Être passionné le plus facilement possible, c'est avec du sport, c'est avec des activités sportives. Passionner directement sur la culture, c'est possible avec des enfants. Mais pour ce que j'appelle moi des potentiels décrocheurs scolaires ou relationnels, ça va être avec le sport. Donc ça va être le premier élément. Et la curiosité, ça va permettre d'aller vers la culture. Alors vous allez me dire, comment on passe du sport à la culture? Alors il y a une petite opération que je mets en œuvre, que je vous indiquerai dans quelques instants, que j'ai créée lorsque j'étais au CNOSF, qui s'appelle, si ça veut marcher... Non, en fait, pointe vers moi, parce qu'en fait, le capteur est là. Comment? Pointe vers moi, parce que le capteur est là. Ah d'accord. Non?
faut changer les piles. Ah, peut-être. Je sais pas. J'ai vraiment besoin de... Voilà, réessaye. Ah, ça y est. Ok, pardon. Cette opération elle s'appelle Retrouve ton sport dans ta médiathèque. Je vais vous en dire quelques mots dans quelques instants, qui permet de passer du sport à la culture. Vous devinez déjà un petit peu ce que ça peut être. Alors après, il faut passer à l'éducation. Et là, autant Retrouve ton sport dans ta médiathèque, c'est vrai que c'est moi qui l'ai inventé il y a quelques années. Là, je me cale simplement sur Michel Foucault, hein, sur Philippe Mérieux, voilà, sur des gens comme ça qui savent à peu près de quoi ils parlent, des projets qui mettent en situation d'enquête, des projets qui mettent en situation de quête. Et donc, on va passer rapidement de ces éléments. Alors, moi, je vais faire un petit retour en arrière. Alors, Michel nous a parlé de 50 ans. Moi, je vous fais ça à 3000 ans. Mais ça va durer quelques secondes, simplement pour dire que là, j'ai rien inventé. Hein. Platon, bon, qui au niveau culturel, on va dire que c'était pas mal quand même. Hein. Et au niveau sportif, comme beaucoup le savent, il était champion olympique quand même, de lutte qu'on appelait le pancras à cette époque-là. Et il se trouve qu'il avait cette démarche d'aller vers une mise en synergie du sport et de la culture dans l'accompagnement éducatif. Pourquoi ? Parce que dans son ouvrage La République, il a cette phrase merveilleuse, qui est pour moi un fil conducteur, hein. Il dit en accompagnement de l'acquisition des savoirs, il y a la nécessité d'acquérir les qualités issues des pratiques de la gymnastique, parce qu'on ne disait pas sport, et de l'art et de la musique, c'est vrai. Alors, après, on fait un saut terrible. Enfin, terrible. On passe en Angleterre. J'ai voulu mettre quand même cette petite vue-là, parce que Oxford-Cambridge, c'est en 1829. Hein, c'est la première compétition entre ces deux universités. Le sport, les Anglais venaient de se rendre compte que les Grecs avaient fait un super boulot par rapport à ça. Et donc, voilà, ils se sont mis sur ça. Ici, ils ont inventé après les règles du foot. Et puis, Ouébélis, comme vous savez, ce petit garçon qui en avait marre, hein, qui est 7-8-0, et il a pris le ballon, il l'a amené dans les buts. Et c'était bien évidemment le début du rugby. Et alors, on arrive tout de suite chez nous. Là. Alors, quand je dis chez nous, vous allez voir pourquoi. Michel l'a un petit peu esquissé. Jean Zay a été le meilleur porteur de ces 150 dernières années de cette approche-là. Jean Zay, alors, il était ministre de l'Éducation populaire et des Beaux-Arts. Il avait réussi à convaincre Léon Blum, pendant le Front populaire, hein, de faire en sorte qu'il ait déjà ces deux éléments associés. Et il avait pris contact avec... Alors, il est quand même sur un vrai bureau, hein, Léo Lagrange, là, quand même. Hein, voilà. Donc, alors, il était aussi, on l'appelait sous-secrétaire d'État au sport. Et il se trouve que Jean Zay l'avait appelé, mais peu de temps avant que le gouvernement s'effondre, qu'ensuite on passe aux éléments qu'a raconté Michel sous la Résistance, hein, eh bien, il avait pris contact avec lui. Alors, on ne sait pas ce qu'il imaginait véritablement, mais il y a un endroit où il est écrit, dans les documents qu'il passait quand il était en prison dans la poussette de son épouse, qui amenait sa petite fille, sport, culture, éducation. Alors quand même sur Jean Zay, je me suis obligé de vous dire deux mots quand même, hein, parce que bon, j'ai mes grands-parents qui habitaient pas très loin d'ici, et il se trouve que Jean Zay, il se trouve qu'il était à la prison de Riom, hein, puisqu'il avait été chopé en tant que résistant. Et il y a trois petits fachos de l'époque, excusez-moi de dire comme ça, qui se sont déguisés en résistants, qui ont fait semblant de venir le libérer, qui l'ont sorti, qui l'ont amené à 10 km de là. Hein. Ils lui ont filé 2 balles dans le dos et ils ont balancé une grenade pour être sûr que vraiment ça soit vraiment terminé par rapport à ça. Donc c'est vrai que cette approche sport, culture, éducation, elle avait un petit peu morflé par rapport à ça. Et alors, moi je me retrouve là à la fin du XXe siècle. On est dans les années 1990, 1995, et je découvre qu'il y a cette approche sport-culture qui est esquissé dans des collectivités territoriales. Et ça m'a passionné. Donc, j'ai travaillé sur ça. C'est les derniers éléments que j'ai pu faire sur mes passages sur le CNFPT. Donc, j'avais organisé avec Le Monde en partenariat au Sénat un colloque que j'avais appelé Sport Culture, une ambition éducative et citoyenne. Et c'est à l'issue de ce colloque que tous les gens qui étaient participants, il y avait 250 participants, ils m'ont dit on ne peut pas s'en tenir là. Cette approche qui marie le sport et la culture dans l'accompagnement éducatif, il faut le synthétiser
au niveau d'une association. C'est ce que j'ai fait. Alors, ça s'appelait Sport Culture 2020 parce qu'en 2012, ben, je voyais 2020 très loin. Puis en 2020, j'étais un peu comme un couillon. 2021, qu'est-ce que je fais? Donc, je l'appelais 21e. Vous vous rendez compte, ça me donne 75 ans devant moi. Donc, c'est vraiment super. Et donc pour qui? Pour qui cette approche-là? Évidemment, moi, en ce qui me concerne, je dis c'est pour les enfants de CM1, CM2. Dont les enseignants estiment que nous pourrons leur apporter un plus en termes d'envie d'apprendre. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que j'estime qu'au niveau de la 6e, là on a des enfants qui sont vraiment en décrochage. Il y a du travail fabuleux qui est fait par l'éducation et par quantité de gens qu'on a vu passer tout à l'heure. Moi j'essaye de me dire, est-ce qu'on peut regarder un petit peu en avant, en amont, et faire en sorte que ces enfants-là, que sont des potentiels décrocheurs en CM1, CM2, eh ben, on leur remette peut-être le pied à l'étrier. Alors comment? Eh ben, j'y arrive. C'est par l'opération Passeport pour grandir. C'est ça que je vais présenter en 5 ou 6 slides. Je prends, allez, je fais de l'urbanisme de positionnement. Je me promène avec une loupe sur le territoire. Là, c'est Montpellier. J'avais repéré 5 écoles, vous les avez en jaune. Et puis surtout, j'avais besoin d'avoir très proche des équipements culturels et des équipements sportifs. Alors, il y a une médiathèque, une maison pour tout. Donc, je suis parti de là et on a travaillé donc sur cet aspect-là. Alors, comment? D'abord, intervenir dans les classes de CM. Alors, je dis ça parce que j'interviens d'habitude classe par classe. Là, c'est à Beau-Soleil, dans la banlieue de Monaco. Et il faut intervenir souvent dans des... ils mettent sur des gymnases et j'interviens sur plusieurs. Alors, pour amorcer la pompe vis-à-vis des enfants, je leur présente d'autres enfants, avec des photos qui représentent ces mêmes enfants au même âge qu'eux. Et puis, j'essaye de leur expliquer qu'ils ont déclenché une passion pour du sport, pour de la culture, pour ce que vous voulez, et que ça leur a permis de se construire leur propre art de vie, comme je disais tout à l'heure. Alors, juste un petit exemple, parce que pour que vous compreniez, par exemple, je présente le petit Albert. Le petit Albert, je dis, il était passionné de foot. Il est donc à l'école, au collège, à l'université, etc. On le voit ici, il est le capitaine de son équipe. Là. Il est le goal de l'équipe. Il a même été appelé, alors c'est à Alger, il a même été appelé à un moment donné pour être le goal de l'équipe de la ville d'Alger. Malheureusement, alors il ne l'a jamais été parce que 15 jours après, il a chopé la tuberculose. Bon, je crois que vous avez compris qui c'est Albert Camus. Et donc, je présente, et puis ça me permet de démontrer qu'au bout du compte, pour les sportifs que je présente, il y a une médaille olympique, évidemment, là, il y a le prix Nobel, ceux qu'on a en ce moment qui arrivent là. Alors, intervenir dans les classes de CM. Alors, ça, c'est l'article 1er du manifeste des enfants du 21e que j'ai écrit il y a quelques semaines et qui découle véritablement de ce travail sur le terrain. J'ai fait le travail à l'envers. J'ai d'abord travaillé sur le terrain et ensuite j'ai essayé de le synthétiser sur un document. Alors, ce manifeste, merci Sébastien, vous sera distribué à la sortie. Mais je vous présente avec les 6 slides qui arrivent, les 6 articles. Alors, le premier article bénéficiait, donc vous l'avez compris, de la présentation historique de personnalités dont les parcours sportifs et culturels ont été partie prenante dans la construction de leur art de vie. Ça me paraît indispensable pour que les enfants se rendent compte qu'à partir du sport et de la culture, on peut se construire son art de vie. Et ça, je pourrais le développer plus demain, puisque j'aurai 1 heure dans l'atelier, mais ça, on en reparlera. Intervenir dans le cadre du périscolaire. Et c'est là qu'on est complètement en phase ensemble, là. Alors, c'est Edgar Morin qui m'a soufflé ce mot-là. Il me dit, mais tes éducateurs, là, c'est des opérateurs de reliance. C'est fabuleux, ce titre. Des opérateurs de reliance. Les éducateurs qui interviennent au niveau de la jeunesse sont des opérateurs de reliance. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ce qu'il y a derrière ces mots-là. Alors, qui sont ces gens-là? Des animateurs territoriaux, bien évidemment, que je fais intervenir. Je vais vous dire comment. Alors, moi, ils sont issus essentiellement sur Montpellier du pôle développement des pratiques sportives. Ça veut dire que je leur apporte des éléments au niveau culture et au niveau projet derrière. Et puis, j'ai aussi des animateurs de l'éducation populaire qui jouent le rôle que je vais décrire dans quelques instants. Et là, je travaille essentiellement avec les Francas, avec mes grands amis des Francas. Ils interviennent, ils récupèrent les gamins 1 heure tous les 15 jours à la sortie de l'école. 1 heure.
c'est pas extraordinaire. Ils les amènent. Alors là, c'est le parallèle, pas avec ce qui nous a été dit dans la séance d'avant, mais celle d'encore avant, dans une pièce forum. Une pièce forum qui, pour moi, doit être indépendante de l'école, même si elle est accolée à l'école, mais il faut qu'elle puisse s'ouvrir sur l'extérieur pour que les parents aussi puissent se l'approprier. Et surtout pour que les enfants se rendent compte qu'ils ne sont pas à l'école, même si c'est à côté. Alors moi, j'essaye de faire en sorte que ce soit plutôt dans une médiathèque ou une maison pour tous, mais ça peut aussi être fait au niveau des écoles, une pièce forum, voilà. Et au niveau de l'image pour les enfants, que les parents puissent venir, qu'il puisse y avoir des manifestations sportives et culturelles dedans, donc il faut de la hauteur sous plafond, c'est fabuleux. Et j'ai réussi à faire passer ce petit message pour les écoles qui sont en train de se construire à Montpellier en ce moment. Alors, ces opérateurs de reliance, quand ils récupèrent les gamins, ils les amènent dans la pièce forum et ils vont leur présenter les activités sportives et culturelles du quartier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle du quartier pour que les gamins aient la facilité pour s'y déplacer. Et les activités donc culturelles aussi. Alors, leur objectif numéro 1, et ça je leur demande au bout de 2 mois de travail, parce qu'on est sur l'année scolaire là, je veux avoir les centres d'intérêt de ces gamins. Pourquoi ? Alors, d'abord, article 2, voilà, être guidé dans la gestion et le suivi de leur temps périscolaire par des éducateurs issus des collectivités ou de l'éducation populaire en charge de détecter et développer les centres d'intérêt. Pour moi, c'est l'article 2 du manifeste des enfants du 21e. Alors, je vous ai parlé du maillon sport et du maillon culture. C'est donc avec ça, sur ça qu'on arrive. Maillon sport, rendre le premier pas accessible, c'est-à-dire faire en sorte que les gamins, on leur présente, on les amène à un moment d'entraînement pour des enfants qui ont leur âge, et puis qui se rendent compte ce que c'est. Puis on leur présente le ballon, c'est ce qui était fait par un animateur là. Et il faut savoir, mais ça je pourrais le développer demain, que les clubs, ils en bénéficient. Parce que des fois, au bout de 2-3 ans, il y a certains de ces gamins qui sont dans les équipes premières de leur catégorie d'âge. Et ils deviennent à ce moment-là ambassadeurs de leur école, c'est-à-dire de potentiels décrocheurs scolaires et relationnels qui sont des fois un petit peu mis à l'arrière de la classe, ils deviennent ambassadeurs de leur école. Article 3, donc, découvrir in situ les activités sportives et culturelles pratiquées sur leur quartier ou dans leur village en assistant à des répétitions et à des entraînements. Le maillon culture, je vous l'ai esquissé tout à l'heure, retrouve ton sport dans ta médiathèque. Voilà. Et là, la directrice de la médiathèque à qui je donne les centres d'intérêt des gamins réunit les gamins un jour avec des piles sur toi c'est la danse, toi c'est le fantastique, etc. Et ils doivent venir, donc on les met devant c'est toi qui as choisi ton centre d'intérêt. Maintenant, tu choisis un livre là. Et dans 3 semaines, tu devras lire 2-3 paragraphes, 3 minutes, devant tous tes camarades. Et pour vous dire que des gamins qui sont 10 machins, 10 trucs et 10 machins, ils font un effort fantastique pour faire cela. Voilà. Et ils sont... Alors, petit champion de la lecture, ça, je le dirai demain. Voilà. Donc, article 4, retrouver dans la médiathèque la plus proche des ouvrages essentiellement narratifs traitant d'activités sportives et culturelles du type de celles existantes dans leur quartier ou leur village. C'est ça qu'il faut avoir. C'est pas avoir. S'il n'y a pas de rugby, ça ne sert à rien de leur présenter des ouvrages sur le rugby. Par contre, s'il y a du volley et du basket, c'est ce qu'on présente. Et enfin, j'arrive sur la dernière partie qui est le projet collectif. Alors, je vais vous en présenter un. C'est vrai qu'il est un petit peu mythique parce que j'avais eu la chance d'avoir, sur les projets, j'ai 100 ou 150 euros pour l'année, quoi. Là, j'ai eu plus parce qu'il y avait un artiste qu'on voulait mettre un petit peu en valeur sur Montpellier, qui est un artiste international, mais qui n'avait pas trop fait sur Montpellier, qui s'appelle Loul Combre. Et là, les enfants, voilà, ils sont en train de prendre possession déjà de la structure qui a amené Loul. C'était parti de quoi? Parce que tous ces projets-là, j'en présente qu'un, mais encore une fois, j'en présenterai une demi-douzaine demain. Tous ces projets-là, il faut que les enfants aient au moins l'impression que c'est eux qui ont été à l'origine. Mais là, c'était vraiment le cas en plus, parce qu'il y en a un gamin qui dit « Ouais, il y a mon frère, il a brûlé des poubelles là. » Ah oui, mais tu sais, le feu, ça peut construire aussi. Et on est parti de là.
que le feu, ça pouvait construire. Donc ils ont fabriqué donc cette sculpture. Bon, il faut être à deux en plus, un qui est dedans, un qui est dehors. Voilà. C'est les enfants de Passeport pour grandir d'il y a 2 ans, de l'année dernière, pardon, et qui sont là comme ça. Et ils ont fabriqué cet élément-là, cette sculpture. Elle a été cuite sur le... Ah oui, ils l'ont appelé porte magique, secret d'enfance. Ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. C'est Loul là, donc, qui leur a fait faire ça. Voilà cet artiste. Donc, on est parti de boules de terre, et ils ont travaillé, bien évidemment, pour faire ces petits plattelages qui sont autour. Et là, on est vraiment dans la mise en situation d'enquête et de quête. Pourquoi? Parce que moi, je suis intervenu après. Et je leur ai dit, voilà, cette boule de terre, vous êtes parti de votre boule de terre, là. Hein, puis vous avez fabriqué ça, vous avez fabriqué quelques petits personnages. Parce que vous savez qu'il y a 5000 ans, il y en a qui ont fait comme vous. Comment ça, il y a 5000 ans? Et oui, parce qu'ils avaient écrit par terre, le vent a tout enlevé, donc ils se sont dit, comment on fait pour avoir quelque chose qui reste? Et donc, ils ont inventé ce système de l'argile, de la terre qui est cuite, et on trouve encore que, ah bon, mais c'était où? Ah, ben c'était, oh, bah, tiens, je vais vous montrer, c'était dans la Mésopotamie, c'est où ça? Entre un tigre, ah ouais, tigre, tiens, c'est rigolo comme nom, etc. Pas besoin de vous dire que l'enseignante derrière, c'était du pain béni pour avancer derrière. Voilà, mettre en situation, donner envie d'apprendre, c'est l'aboutissement de ça. Donc, ça a été cuit, cette sculpture a été donc cuite dans le haut public, sur le stade, enfin sur l'arrière du stade. On est sur sport et culture. Et puis, ils sont devenus là des ambassadeurs de leur quartier. Pourquoi? Parce que cette sculpture, elle a été amenée en place après sur le quartier, à côté de la place. Et je termine juste avec cette inscription-là. Courage et motivation. Parce que pendant qu'elle était en train de cuire, il y a un petit garçon, il tire la veste d'une dame que je connaissais bien et il lui dit, tu sais, madame, les mots, la courage et motivé, parce que c'est les gamins qui avaient écrit tout ce qui est dessus, c'est moi qui les ai écrits. Et Séverine lui dit, mais écoute, c'est vraiment super, parce que il va te falloir du courage et de la motivation quand tu seras grand, etc. Alors, il dit, mais peut-être que ça sera maintenant, parce que tu sais, je ne suis pas motivé pour aller à l'école. Mais comme la sculpture, elle va être sur le parcours quand je viens de chez moi jusqu'à l'école, tu sais, je crois bien que je viendrai mettre la main sur les mots courage et motivé, et là, je crois bien que je serai motivé. Voilà. Donc, article 5, participer à la réalisation d'un projet collectif, sculpture, spectacle, ouvrage, les amenant à se sentir pour un temps ambassadeurs de leur quartier ou de leur village. Et bien voilà, donc je vais terminer sur ça simplement pour vous dire, voilà, je valide le manifeste des ententes du 21e. Si vous m'envoyez ça sur mon site qui est juste au-dessus, ça permettra de vous rajouter. Il y a déjà quelques centaines de personnes qui ont validé ce manifeste. J'essaye de le porter au plus haut niveau, mais il faudrait qu'il y ait quelques milliers pour que j'ai un peu de poids. Et comme moi, je ne passe pas par les réseaux dits sociaux, parce que c'est tellement simple. Donc, je passe évidemment par un petit mail, voilà, vous avez. Et donc, si vous avez la gentillesse de prendre le papier à la sortie et de m'indiquer après sur Sport Culture 2020, je n'ai pas changé là 2020 sur mon mail, je valide ce manifeste des enfants. Moi, déjà, je vous intégrerai dans mon réseau. Et puis surtout, ça me permettra d'afficher que vous faites partie des gens qui soutiennent ce manifeste. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Merci Jean-Pierre Faye.